Bonjour à tous, on se retrouve pour cette 20e séance en SQL où nous allons voir ensemble quelques fonctions mathématiques ou fonctions numériques qui vont vous permettre d'effectuer quelques opérations au niveau de vos bases de données. Petite parenthèse, si vous travaillez avec SQLite, vous verrez qu'il y a très peu de fonctions qui sont disponibles pour ce SGBD dans cette, on va dire, catégorie. Donc c'est souvent des fonctions à faire soi-même ou de passer carrément par un langage de programmation pour pouvoir effectuer certains traitements spécifiques. Comme d'habitude, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Je vous ai mis donc dans la description de la vidéo, c'est ce que j'ai fait de toute façon pour chaque séance sur les fonctions, une page ici, donc un lien vers cette page, qui vous redirigera vers les différentes fonctions mathématiques que je vous propose ici, avec chaque SGBD, donc ça c'est un petit rappel, chaque on va dire chaque page, pardon, avec toutes les différentes fonctions est présentée de la même manière, que ce soit pour les chaînes de caractères, ce qu'on a vu avec les fonctions d'agrégation et autres, sont disponibles comme ça. Donc vous avez comme ça le nom de la fonction, la description, éventuellement un usage. Donc ça je l'avais pas mis d'ailleurs au moment que pour les anciennes séances, si vous aviez déjà regardé les autres pages des anciennes séances, vous n'aviez pas l'usage. Donc c'est quelque chose que je rajoute et que je rajouterai au fur et à mesure pour les autres fichiers, que vous ayez tout sous la main. Donc par exemple, si vous regardez vite fait, au niveau MySQL, on a beaucoup de fonctions disponibles. Au niveau d'Oracle, on en a un petit peu moins, mais on en a quand même pas mal. PostgreSQL est très bien fourni aussi en fonction, SQL Server également, donc chez Microsoft, et on voit que SQLite, on a très peu finalement de fonctions comme ça disponibles. Alors on en a éventuellement d'autres, que j'ai pas tout, il n'y a pas toutes les fonctions qui sont listées sur ce document. Je vous ai mis les plus usuelles, voilà, celles qui me semblaient les plus intéressantes en tout cas et les plus importantes. Vous pourrez toujours en trouver encore d'autres. Mais on va voir un peu tout ça ensemble, justement comment, qu'est-ce qui peut être intéressant à voir. Alors la fonction, celle qui est disponible un peu partout, c'est tout ce qui est calcul de valeur absolue. Alors je vais me connecter par contre. Ici, je vais vous montrer directement comme ça, à l'usage. Pareil, je ne l'avais pas forcément dit, mais c'est bien de le souligner ou de le rappeler si jamais vous ne savez pas. Pour Oracle, si vous travaillez sur Oracle par exemple, vous avez certaines fonctions que vous ne pouvez pas utiliser. Par exemple, quand vous faites un select avec l'usage d'une fonction, vous ne pouvez pas juste faire un select et l'appel à une fonction sans spécifier par exemple un nom de table. D'accord, il n'est pas possible de faire juste, je sais pas moi, select, et la fonction qu'on va voir par exemple, la fonction absolue de -1. D'accord, c'est-à-dire la valeur absolue du nombre -1. On ne peut pas faire seulement ça en Oracle. Vous serez toujours obligé d'avoir de spécifier en fait une table sur laquelle ça provient. Pour cela d'ailleurs, sur Oracle, il existe donc une table qui est spécialement faite pour ce genre de traitement, d'accord. Si on veut faire une petite requête de cette sorte, il suffit simplement de mettre dual, comme ceci, d'accord. Vous utilisez cette petite table, c'est une table qui est vide en fait, qui a un enregistrement, une colonne, qui est fait spécialement pour ça. Comme la requête, une requête de type select nécessite obligatoirement ce genre de partie au niveau de la requête. Donc petit rappel, en tout cas une petite chose que je voulais dire pour ceux qui travailleraient éventuellement sur Oracle Database. Pour les autres, vous pourrez de toute façon simplement mettre un select comme ça, il n'y aura pas de problème. Donc on va faire ça. Déjà, on va regarder très rapidement un petit peu ce que ça fait. Donc là, il faut en avoir l'utilité, d'accord, c'est par rapport à des mathématiques. La valeur absolue d'un nombre, c'est pour obtenir sa valeur positive, d'accord, un nombre arithmétique. Donc si on met un nombre négatif, on obtient l'inverse, c'est-à-dire le signe inverse. Au lieu d'avoir quelque chose de négatif, on a une valeur positive. Si vous faites bien sûr valeur absolue de 5, vous obtenez le nombre 5. Donc ça, c'est des mathématiques. On est vraiment pour le coup dans des mathématiques. Donc ça, logiquement, elle est disponible un peu partout. Je vous l'ai mis de toute façon, même SQLite dispose de cette fonction-là. Apps est ici aussi. Voilà, c'est la même un peu partout. L'avantage aussi, c'est que pour tout ce qui est fonction mathématique numérique, on a quand même des noms qui sont assez similaires d'un SGBD à l'autre. Il n'y a pas trop de différence exceptionnellement là, contrairement à d'autres catégories de fonctions. On a des fois des noms qui diffèrent assez souvent. Donc là, c'est plutôt pas mal. On va retrouver également toutes les fonctions trigonométriques, donc les fonctions pour calculer des cosinus, des sinus, des tangentes, ou les arcs, arc tangente, arc cosinus, etc. Donc ça peut être très utile. Et vous savez certainement, si vous faites un peu de trigonométrie, alors ces fonctions, grosso modo c'est cos, et vous mettez une valeur, en fait à l'intérieur, donc vous faites un select cosinus, vous pouvez éventuellement passer d'ailleurs par des valeurs de pi, puisqu'on travaille beaucoup en trigonométrie avec pi, et pour cela vous avez d'ailleurs une fonction, donc en l'occurrence tout ce que je vous montre ici est pour MySQL, encore une fois à vous de vous adapter si vous voulez utiliser un autre SGBD, et vous avez tout ici disponible sous les yeux, mais vous allez retrouver de toute façon certaines choses, vous voyez par exemple pour MySQL, on a donc la fonction pi, d'accord, qui va permettre de récupérer sa valeur, et vous verrez qu'on la retrouve pour d'autres outils, donc on ne l'a pas forcément pour Oracle, ça vous éventuellement faire vos propres fonctions. Et vous voyez pour PostgreSQL, on retrouve également cette fonction disponible avec le même nom, donc c'est quand même très simple après de s'y retrouver. Alors ce qu'on peut faire, par exemple,
simplement. On peut très bien enchaîner les fonctions, ça c'est comme dans programmation. On peut bien sûr, dans un appel de fonction, en paramètre, passer autre chose. Par exemple, de faire ça. Et là, ça calculerait donc le cosinus de pi, qui serait -1 ici. Donc si vous faites de la trigonométrie, vous avez besoin de travailler avec justement des fonctions pour de la trigonométrie, vous pouvez utiliser ces dernières-là. Alors on a cos, d'accord, hein, je vous l'ai montré, donc on a cosinus, on a sinus. Je vais aller assez vite de toute façon, cette vidéo ne sera pas très longue hein, par rapport à ce qu'il y a à montrer, parce qu'on va pas faire le tour de toutes les fonctions de toute manière. Et vous avez après des versions en arc, donc arc cosinus, arc sinus, arc tangente, en rajoutant simplement un A. Voilà, donc pareil, toutes ces fonctions trigonométrie ne sont pas forcément disponibles en fonction du SGBD que vous utilisez. Si vous êtes sur MySQL, il n'y aura pas de problème. Si vous êtes ailleurs, pensez à bien vérifier dans les tableaux que je vous mets à disposition, voir si c'est disponible, et bien sûr, à défaut, de regarder également dans les documentations hein, officielles du système de gestion dont vous vous servez, pour avoir un maximum d'informations de ce côté. Alors ça, je vais aller assez très vite, parce que bon, enfin, je vais aller très vite là-dessus, tout ce qui est trigonométrique, etc. Je vais revenir sur des points un peu plus utiles pour le coup. Alors, je ne l'ai pas montré, c'est vrai comme ça, mais on peut... C'est bien éventuellement que vous ayez quand même un petit aperçu pour cette fonction-là. Vous voyez pi, pour vous montrer en fait le nombre de décimales, d'accord? On contente ici de 6 décimales. On peut éventuellement en rajouter d'autres. Alors, si je ne dis pas bêtise, je pense que ça passe par un opérateur. On doit pouvoir faire, par exemple, 2, 4, 6, 8. Je crois qu'en faisant comme ça, on doit pouvoir lui spécifier. Alors peut-être pas sur MySQL d'ailleurs, si sur MySQL il prend bien. Et vous voyez, vous pouvez spécifier en mettant 0 points et un certain nombre de zéros comme décimales pour spécifier le nombre de décimales pour MySQL. Donc c'est ces petites opérations hein, assez simples qu'on peut faire quand on veut par exemple changer la précision qu'on obtient pour la valeur de pi, qui comme vous le savez est infinie. Hein. On n'a pas de fin en fait de valeur arrêtée pour pi. Donc quelque chose à connaître aussi qui peut servir encore une fois dans les mathématiques, en trigonométrie et dans d'autres opérations de ce genre. Autre point qui peut être utile également quand on travaille en trigonométrie, c'est par exemple, vous savez, la conversion des degrés en radians. D'accord? Vous pouvez par exemple avoir un angle en degrés, on peut également travailler avec des radians, c'est une autre valeur unité numérique, et ça peut être utile de pouvoir faire des conversions de l'une à l'autre. Pour ça, on a tout simplement la fonction degrees. Pareil, pas forcément disponible partout, ce sera à vous de voir. Par exemple, de dire un angle de 60 degrés, d'accord? Alors, je dis des bêtises d'ailleurs, c'est pas ça, c'est plutôt comme ceci. Un angle de 60 degrés, combien ça me donne en fait en radians. Donc là, vous voyez, ça vous donne une valeur ici. Et vous allez avoir l'inverse. Alors si je mets par exemple, comme ceci, vous allez obtenir l'inverse. Alors d'ailleurs, est-ce que je les ai mis? Parce que je vais regarder quand même, voir si normalement j'avais bien spécifié ça. Oui. Ok. Voilà, degrés en radians ici, et elles sont les deux ici. Elles sont pas forcément partout. Hein. Vous voyez par exemple pour Oracle, on n'a pas. On va l'avoir pour PostgreSQL par contre. On a bien les deux, oui, c'est bon. Après, normalement, j'ai pas fait d'oubli de ce côté-là, mais on a quelques fonctions bien pratiques pour pouvoir effectuer comme ça des conversions. Donc ça, c'est des choses qui sont, ma foi, très utiles. On a aussi un autre point, donc là, on quitte un petit peu le côté trigonométrie, mais ça va être très très utile, notamment pour pouvoir faire, par exemple, des calculs d'arrondi. Si vous faites, par exemple, vous avez un nombre, je sais pas moi, vous avez n'importe quoi, on peut même faire un arrondi sur pi. D'ailleurs, on pourrait éventuellement s'en servir, mais on verra. Vous pouvez, par exemple, faire ceci, donc sail ou sailing, puisqu'il y a sail est un alias de sailing en MySQL, et vous allez faire 14.2633, admettons. Pourquoi pas un 4 à la fin. Fait ceci comme ça, d'ailleurs il me le colore pas ici dans l'éditeur, c'est assez étrange. Là il vous fait, vous voyez, un arrondi au-dessus, d'accord? C'est l'arrondi en fait à l'entier au-dessus, le fameux sail, donc automatiquement, là l'entier au-dessus de 14.26 c'est 15. Si vous voulez l'inverse, pour avoir un arrondi en fait à la base, donc à l'unité en fait directement l'entier inférieur, vous allez utiliser, alors pas comme ça, mais floor. Il manque un L. Voilà, vous utilisez ça, et là vous aurez l'entier inférieur. Donc on va obtenir 14, d'accord? Si c'est 14 points virgule quelque chose, floor donnera 14. On peut également obtenir un arrondi avec round. Alors round fonctionne de deux manières, selon les SGBD aussi. Soit vous passez directement le nombre en paramètres, et ça va vous tronquer en fait. En réalité, ça va vous faire un arrondi en prenant simplement la valeur entière. Et vous pouvez également choisir du nombre de décimales que vous voulez, en fait, à laquelle vous voulez arrondir. Donc par exemple, moi si je veux arrondir à 3 décimales, je vais mettre comme ceci, un deuxième argument à ma fonction, et on aura bien ces trois là. Là comme le quatrième, hein, donc ça c'est révision de mathématiques, hein, là je vous apprends rien, je vous apprendrai rien de nouveau. Par rapport à ça, si on veut en fait arrondir à 3 décimales,
Si la décimale suivante est en dessous en fait, de 5, eh bien on garde ce nombre-là, ce chiffre-là. Et si elle est à 5 ou supérieure, eh bien ce chiffre-là passerait à une valeur de plus 1. Donc là, on aurait 264. Si là, par exemple, on avait eu un 6, on peut le tester. Là, vous verrez, on aura 14,264. Voilà, on a automatiquement un arrondi autre qui est fait, puisque le nombre ici en quatrième décimale dépasse 5, enfin est 5 ou supérieur. Voilà, un petit arrondi assez utile à utiliser, à se servir en tout cas. Et on peut aussi utiliser truncate, qui va faire troncature, en l'occurrence. Donc le même fonctionnement ici, donc là elle ne fait pas d'arrondi, elle va simplement tronquer, d'accord? Si je fais ça, tout court, alors là évidemment, ah oui, il faut pas, c'est vrai que pour la troncature ici on prend pas, il faut directement le deuxième paramètre. Vous choisissez le nombre de décimales que vous voulez, d'accord, pour faire la troncature, et on n'a pas d'arrondi qui est effectué. On coupe simplement, on enlève les décimales qu'on ne veut pas. Donc là, pas d'arrondi, pas de voilà qui est fait en dessous ou au-dessus, on tronque simplement. Donc quelques petites fonctions comme ça qui sont, mine de rien, très utiles. Vous voyez, donc il y a quand même pas mal à faire au niveau des valeurs absolues, de tout ce qui est trigonométrique, de tout ce qui est arrondi. On a quand même pas mal de fonctions dans ce genre qui peuvent être utiles. Autre point, qu'est-ce que je peux vous montrer aussi qui c'est ici? Alors je vais aller assez vite de toute façon, parce que voilà, on est vraiment sur les dernières séances du cours, c'est simplement vous montrer quelques usages de fonctions, donc vous n'avez pas grand chose à apprendre, hein, à part savoir que telle fonction existe et voir comment elle fonctionne. Honnêtement, c'est pas ça qui sera le plus compliqué à apprendre de tout ce que vous avez pu voir en SQL. Vous avez déjà vu de toute façon toutes les notions les plus compliquées, hein. Le plus difficile était déjà bien avant. Là on finit vraiment cette formation avec des choses très simples à voir. On va garder le select. Alors on peut faire pour le calcul de puissance, alors attention, selon les versions vous avez POW ou Power, pour le SQL vous avez les deux, puisque pareil il y a un alias, hein. Et là c'est simplement un calcul de puissance, d'accord? 2 à la puissance 3 par exemple, donc ça va vous faire 2 fois 2 fois 2, hein, je rappelle, hein. Donc ça, on n'est pas là pour réviser les mathématiques, mais c'est comme ça que ça fonctionne, donc 2 fois 2, 4, fois 2, 8, d'accord? Donc on a bien ce genre de résultat. Par ailleurs, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui avaient des paramètres différents, normalement non. De toute façon, c'est toujours comme ça en NP, il n'y a pas de problème. Mais au niveau des noms, c'est généralement Power, un peu partout. Voilà, c'est Power. Il n'y a que SQL qui propose POW également comme alias. Enfin, c'est Power qui est alias de POW. Enfin, peu importe, de toute façon, ça ne change pas grand-chose. Donc, vous avez comme ça différentes valeurs. Qu'est-ce que je peux vous montrer également? Alors ça, c'est propre à MySQL. Donc, je montre rapidement ce que vous serez encore une fois en majorité à utiliser MySQL pour faire de la conversion de base. Donc là, pareil, on ne va pas réviser les bases, mais en gros, vous avez la base 10, hein. Donc les nombres de 0, les chiffres de 0 à 9, vous avez la base binaire, hein, donc c'est le 0 ou 1, vous avez la base octale qui va de 0 à 7, et vous avez la base hexadécimale qui va de 0 à f. On a différents comme ça valeurs pour ces différentes bases. Et il peut exister des bases de tout, on peut avoir une base 25, base 30, hein, voilà, toutes les bases existent en soi, puisque c'est par rapport en fait à un système numérique. Quand est-ce qu'on passe en fait à la dizaine de cette base-là? Au niveau de ces bases, ça peut être intéressant de faire des conversions. Par exemple, on peut se dire de convertir. En l'occurrence, donc c'est la fonction ici qui est conv, d'accord? Et on va pouvoir convertir un nombre d'une base à une autre. Donc on va faire tout simplement convertir le nombre 145 par exemple de la base 10, donc ça c'est la base décimale, hein, qu'on utilise très souvent en mathématiques, hein, un peu partout, vers par exemple une base binaire, okay, composée seulement de 0 et 2. Donc ça c'est bien pratique, c'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est quand même assez rare qu'on trouve que ce soit des langages de programmation ou des systèmes de gestion de bases de données avec des fonctions permettant d'effectuer des conversions de base. C'est pas toujours le cas, donc c'est plutôt bien de savoir que ça existe et qu'on a ce genre de choses là. Donc on obtient une valeur, et si vous faisiez l'inverse, hein, 145 de la base 2 à la base 10, on retomberait, enfin pas sur 145, mais plutôt ça, faire une conversion de ce nombre-là de la base 2 à la base 10, pardon, vous retomberiez sur la valeur 145 en décimale. Donc petite fonction, mine de rien, qui est très pratique, qui n'est pas disponible pour les autres, très important. Donc si vous travaillez sur autre chose, vous ne pourrez pas vous servir de ce genre de fonction. Donc attention par rapport à ça. On passe à d'autres choses mathématiques, hein, donc les deux, on va dire, hein, les deux calculs mathématiques, enfin deux choses à connaître, hein, que vous apprenez généralement d'ailleurs au lycée pour la plupart, qui sont l'exponentielle et le logarithme. Donc pareil, très rapidement, exponentielle c'est la fonction exp, vous passez la valeur que vous voulez. Exponentielle par exemple de 2. On peut faire ça comme ça. Très simple, encore une fois, l'usage. Alors c'est pas ça du tout. Le copier, hein, c'est pas mal. CTRL C. Hop. D'accord. Donc on a la valeur ici. Et vous avez l'inverse, le logarithme. Alors là, je vais montrer
Finalement, le logarithme népérien, donc c'est ln ici en l'occurrence. Donc là, pareil, attention au niveau des nommages des fonctions, parce que vous verrez que selon les SGBD, vous n'avez pas les mêmes noms. On a ici, je vous montrerai rapidement sur le tableau, parce que je ne vais pas vous les montrer un par un au niveau du client MySQL, mais vous avez en gros pour MySQL, exceptionnellement ici, vous avez donc le logarithme népérien qui s'écrit log. Attention, pour d'autres SGBD, quand vous utilisez log, en fait, c'est un logarithme en base. Vous choisissez en fait la base, un logarithme en base 10, logarithme en base 2, etc., etc. Et le ln est exclusivement réservé au logarithme naturel ou logarithme népérien. Donc il faut faire attention à ça également, parce qu'on a ici log, qui est le logarithme népérien, et ln qui est un alias. Donc le comportement ne sera pas forcément le même. Et pour MySQL, il dispose de deux fonctions qui permettent de travailler directement en base 2 ou en base 10. Ok, voilà, c'est lui qu'on va utiliser en fait si on veut travailler dans une autre base que le 2 et le 10. On peut utiliser log et vous voyez qu'on peut passer la base en deuxième argument. Donc attention, j'insiste bien là-dessus, de ne pas vous faire avoir en fait selon le GBD que vous utilisez, que vous n'aurez pas forcément les mêmes noms de fonctions ici. Donc il faut faire gaffe à ça. Ok, donc ça c'est bon. Donc log, hein, voilà, encore une fois, je vais pas vous montrer, voilà, c'est ce que je vous avais dit, hein, c'est ça, vous passez le nom que vous voulez, la base que vous voulez, par exemple en base 10, et là vous avez du coup le logarithme de 2 en base 10. Hein, je pense que c'est assez clair par rapport à ça. On a également les calculs de racines, ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en maths, avec SQRT. Généralement, c'est très souvent ce nom-là, que ce soit pour les fonctions dans un SGBD ou des fonctions en langage de programmation. Et vous pourrez par exemple choisir racine carrée de 4, et nous avons ceci. Dans d'autres SGBD, enfin, je sais plus lequel qui est-ce qui a la racine cubique. C'est pas Oracle qui propose la racine... Non, ça doit être SQL Server qui propose la racine cubique. Alors là, bon, on a le carré d'un nombre, bon ça ok, mais c'est ça c'est exceptionnel. Alors c'est SQL Server qui a ça. Qui avait la racine cubique? Alors c'est pas ça que je voulais faire, mais bon, moi ça zoome pour vous, tant mieux. Mais il y en a un qui a la racine cubique. J'ai mis la racine cubique, hein, normalement. Voilà, c'est lui. Voilà, c'est CBRT, donc c'est PostgreSQL, donc ça n'avait rien à voir avec ce que je disais. Voilà, donc vous mettez simplement voilà, cube et pour la racine. Et là, vous avez une racine cubique, donc pareil, hein, ça, si vous n'avez pas fait, par exemple, des maths sur fin de lycée, je crois que même c'est en terminale qu'on voit ça en majorité. Forcément, vous n'avez jamais peut-être étudié la racine cubique. Donc on peut travailler avec ce type de calcul, mais là, de toute façon, ça ne marchera pas. D'autant bon que là, il me dit, oui, no database selected. Mais de toute manière, ça ne fonctionne pas sur MySQL, c'est pour PostgreSQL. Voilà, donc attention, encore une fois, tout n'est pas forcément dispo partout. Au niveau calcul, alors on n'est pas trop sur un langage de programmation ici, mais vous avez les calculs de modulo. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, si vous n'avez pas étudié des formations en langage de programmation, on a l'addition, on a la soustraction, la multiplication, la division, qu'on présente en programmation respectivement par ces caractères-là. D'accord? Le plus, le tiret, l'astérisque et le slash, hein, la barre oblique. Et on en a un cinquième qui est le modulo représenté par un %. Le modulo, là vous avez donc une division qui va permettre donc d'avoir un nominateur et un dénominateur. Vous allez avoir la division qui va vous donner le reste d'une division euclidienne. D'accord? Donc ça c'est intéressant. Par exemple si vous faites 5 modulo 2, c'est l'exemple que je donne assez souvent parce qu'il est assez clair, le reste en fait de cette division c'est 1. Parce qu'on fait 2 fois 2, 4 et il reste 1 pour arriver à 5. D'accord? C'est le reste en fait qu'on a entier de la division euclidienne. Une petite chose comme ça à connaître. Pour beaucoup de SGBD, quand vous voulez calculer le modulo, vous avez la possibilité d'utiliser cet opérateur pour effectuer ce calcul. En MySQL et dans d'autres SGBD, vous avez aussi une fonction, d'accord, qui est simplement la fonction mode, et vous choisissez ce que vous voulez faire. Donc 5, en deuxième argument, 2. Donc je vais vous montrer, parce que c'est quand même fait pour ça, et on obtient bien le reste de la division qui est de 1. D'accord? On peut aussi simplement faire, comme je vous l'ai dit, 5 modulo 2. Comme ceci. Alors peut-être un select, que je sais pas si là il me le prendra. Il va pas le prendre, c'est normal. Modulo 2. Voilà, et on obtient la même chose, d'accord? On passe par un opérateur. Et il propose lui aussi un alias, c'est-à-dire que des fois vous avez en MySQL vous avez des noms de fonctions, mais qui ne sont pas, qui sont en fait des instructions, c'est-à-dire que vous avez pas d'appel de fonction, c'est juste un mot, qui est généralement d'ailleurs le même nom que la fonction propre, et qui fait la même opération. Vous mettez 5 mode, donc vous voyez, il n'y a pas de parenthèse de quoi que ce soit, on ne fait pas un appel à une fonction, et on met 2. Et là pareil, logiquement ça doit nous redonner la même chose. Voilà. Donc on a 3 syntaxes différentes en MySQL pour calculer un modulo. Dans d'autres SGBD, vous n'avez pas ces 3 là, vous avez généralement celui-là, l'opérateur fonctionne normalement sur tous, je crois, et vous avez une fonction comme ça mode, qui prend la première valeur à passer,
et la deuxième, et qui fera donc la division de ces deux-là, et vous donnera le reste de la division euclidienne. Quelque chose à connaître aussi, et à savoir, voilà, à connaître par rapport à toutes ces informations ici. Alors je passe très vite, hein, on a aussi des fonctions par exemple pour récupérer le signe d'un nombre, hein, si c'est plus, moins, donc ça, si vous mettez 0, ça vous renverra 0, si c'est un nombre négatif, ça vous renverra moins 1, et si c'est un nombre positif, ça vous renverra la valeur de 1. Donc des choses pareilles, très très simples. Et je voulais terminer, donc je pensais bien que j'ai ça sous les yeux, ça je serais sûr de ne pas l'oublier. Ce que je voulais terminer donc avec tout ce qui est pseudo-aléatoire, mais est-ce que j'avais pas autre chose à vous montrer avant? Normalement non, on a vu trigonométrie, les arrondis, les calculs racines carrées, cubiques, les logs exponentiels. On a fait le tour de tout, donc on va pouvoir terminer ce que je voulais vous montrer et vous dire surtout en fin de vidéo. Donc concernant MySQL, encore une fois, il faudra voir ce que c'est pas disponible pour tous. Vous avez notamment ce genre de fonction, round. Comme je l'ai indiqué ici, ça va vous donner la valeur aléatoire, à virgule flottante, d'un nombre. D'accord? C'est une simple fonction à utiliser telle qu'elle. Donc on va montrer tout simplement en faisant round comme ceci. Et vous allez obtenir un nombre entre 0 et 1, donc même 0,0 et 1.0, hein, pour être plus exact. Voilà, et si je refais cet appel, vous voyez que ça change. On peut éventuellement spécifier une graine, d'accord, pour la génération de ce nombre pseudo-aléatoire. Et pareil, voilà. Et là, comme on a la même graine, vous voyez qu'on garde ce même nombre. Donc ça, bon, je ne vais pas vous faire un cours sur tout ce qui est nombre pseudo-aléatoire, etc. Je l'ai expliqué dans pas mal d'autres formations, de toute manière. Donc vous l'apprendrez à un moment ou à un autre, si vous étudiez sur d'autres formations. Dans tous les cas, on peut obtenir comme ça des nombres aléatoires. Petite distinction ici, comme je ne peux pas vous le montrer au niveau exécution, je vais vous le montrer depuis le document là. Vous avez par exemple là ici un arrondi qui est fait donc avec, alors c'est pas ici, c'est là, donc ça c'est pareil, d'accord, il n'y a pas de changement par rapport à SQL Server. Par contre, on va avoir ici un nombre entier, voilà, qui va être donné avec la fonction random pour SQLite, d'accord, donc c'est un nombre qui sera positif ou négatif. Donc attention, le comportement produit par la fonction ne sera pas le même. Donc attention un petit peu avec les valeurs aléatoires. Alors c'est pareil, petite information. Même si ce sont des fonctions pour générer un nombre aléatoire, vous pouvez également vous en servir dans le cadre d'une requête. Par exemple, vous voulez effectuer une requête pour sélectionner des enregistrements, et après vous pouvez établir un ordre. Alors il faut en avoir un intérêt pour le faire, mais vous pourriez par exemple vouloir un ordre aléatoire d'affichage ou de récupération de vos résultats de requête. Vous pouvez utiliser cette fonction pour le faire. Dans votre order by, vous faites un order by avec votre fonction round, comme ça l'ordre en fait sera complètement aléatoire. Alors ça peut éventuellement, si on peut trouver une utilité à ce genre d'usage, imaginez par exemple une galerie d'images que vous avez par exemple sur votre site web, donc là en passant par un langage de programmation orienté web, vous faites une requête depuis ce langage SQL, et dans votre requête, dans votre clause, donc dans la partie order by, vous utilisez votre fonction round, et comme ça vos images, par exemple, si vous avez des liens enregistrés en base de données pour afficher des images d'une galerie, seront récupérés aléatoirement. Ça permettra d'afficher une galerie de manière en fait aléatoire au niveau de l'ordre d'affichage des images sur votre page web. Ça peut être un usage comme un autre, donc ça c'est à vous de voir évidemment à l'usage et par rapport à ce que vous ferez sur vos projets. Cette petite parenthèse étant faite, je crois qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Donc il n'y a rien encore une fois, rien de compliqué. Vous voyez, c'est simplement des fonctions, il faut les connaître, un minimum en tout cas les plus importants. Après, de toute façon, avec les documentations et avec ce que je vous mets à chaque fois dans les descriptions de vidéos, si vous avez besoin de vous rappeler de certaines d'entre elles, vous aurez toutes les informations à disposition. Encore une fois, je rappelle ce que c'est important, n'hésitez pas à prendre des notes, ça il faut bien y penser, prendre des notes sur un cahier, sur un classeur, dans un fichier sur votre ordinateur. Il ne faut vraiment pas hésiter à avoir tout comme ça de côté. Alors moi souvent, et j'en profite pour faire un petit rappel, si vous voulez savoir un petit peu comment vous organiser, ce que j'ai des gens des fois qui me demandent, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un support, déjà papier. Voilà, je vous recommanderais plutôt le format papier, parce qu'on retient et on assimile plus facilement les choses quand on écrit de sa propre main en fait que depuis un clavier, étonnamment. Donc préférez ça. Et gardez-vous en fait un cahier, un grand cahier, un classeur où on peut facilement du coup mettre des pochettes, n'importe quoi, pour pouvoir mettre votre cours, en fait, vos notes de cours, d'accord? C'est-à-dire que tout est bien mis au propre, avec toutes les explications maximum que vous voulez mettre, bien détaillées. Et après, n'hésitez pas à avoir des brouillons ou un autre cahier pour gribouiller, pour faire des schémas, quand par exemple vous n'avez pas compris quelque chose, je sais pas moi, vous êtes sur SQL, vous n'avez pas compris les jointures, et bien plutôt que évidemment vous n'avez pas noté toutes vos recherches, on va dire là-dessus sur votre cahier ou votre classeur de cours, d'accord, de notes de cours, mais vous allez le faire sur un brouillon, sur un truc à côté, pour pouvoir faire tout un tas de schémas, pour essayer de bien assimiler tout ça. Et une fois que vous avez compris,
pour bien que ça rentre justement dans votre tête et que ça reste, eh bien vous pourrez le noter dans votre classeur justement. Voilà, comme si en fait, partez du principe que vous alliez finalement enseigner à quelqu'un d'autre aussi, et vous verrez comme ça, vous retiendrez bien plus facilement les choses, parce que vous serez obligé de les expliquer en fait, et d'expliquer ce que vous avez appris, et vous saurez très très vite si vous avez compris, si vous avez acquis finalement ces choses-là. Parce que si vous n'êtes pas capable de l'enseigner, de l'expliquer, c'est que finalement vous n'avez pas bien compris comment que ça fonctionnait. Donc n'hésitez pas à utiliser ces petites astuces-là qui vous permettront de bien assimiler les choses, bien apprendre, et surtout pouvoir garder ces connaissances, etc. et pas tout oublier à chaque fois, ou se mélanger un peu les pinceaux en fonction de ce que vous apprenez. Voilà, je vous dis à bientôt en tout cas pour la prochaine vidéo, ce sera la dernière séance avant la conclusion, d'accord, on verra tout ce qui est lié à la sécurité au niveau de nos bases de données, et on en aura terminé avec cette formation. Je ferai une petite vidéo de conclusion comme je fais à chaque fin de formation sur la chaîne, et vous aurez fait voilà, grandement le tour sur de pas mal de choses en SQL. Je vous dis à bientôt pour la prochaine séance sur les fonctions de chiffrement. A bientôt tout le monde.